Patrick Cohen. Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, on prend le temps d'interroger notre quotidien. Oui, alors évidemment, il y a bien le nouveau tir de missile de la Corée du Nord en une du Figaro, par exemple. Mais bon, comme l'écrit Philippe Gély en page 3, Donald Trump s'en est tenu au service minimum. À court d'options, il fait profil bas, analyse le journaliste. Nous allons nous occuper de cette situation, a-t-il simplement prévenu. On a connu plus menaçant, plus effrayant, plus spectaculaire. Alors effectivement, en attendant d'y voir plus clair, vos journaux font la part belle aux affaires de la vie quotidienne. L'Express, par exemple, fait sa une sur les vaccins et vous explique pourquoi il faut avoir confiance. Télérama aborde de son côté la question des écrans. Tablettes, ordinateurs et smartphones ciblent les enfants dès leur plus jeune âge. Mais l'exposition aux écrans n'est-elle pas nocive pour un cerveau en construction ? Je vous gâche tout de suite le suspense, la réponse est plutôt oui. Ah oui. Il y a aussi La Croix qui vous dit tout sur le redoublement qui fait son retour à l'école. Et puis, on trouve aussi beaucoup d'articles sur la garde alternée. Et pour cause, une proposition de loi pour la généraliser est discutée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est la une de Sud-Ouest, de La Voix du Nord ou encore de 20 minutes avec ce titre garde altérée. Altérée parce que le texte, comme le note Le Parisien, est très controversé. Pour l'expliquer, le journal donne quelques chiffres, même si aujourd'hui la garde alternée est reconnue. Elle ne concerne que 17% des cas. En majorité, 73% des enfants vivent chez leur mère. Autre chiffre, quand les pères sont volontaires, ils obtiennent déjà gain de cause dans 93% des cas, mais cette situation ne vaut que si la mère y consent. Quand elle s'y oppose, la résidence est refusée au père dans 75% des cas. Alors, pourquoi les mères s'opposent-elles à la garde alternée ? Peut-être parce que parfois, comme Florence qui témoigne dans 20 minutes, elles ont été victimes de violences conjugales, d'où l'alerte lancée par les associations de défense qui voient dans ce texte un vrai danger. Cela permet aux conjoints violents de demander des comptes sur l'école ou sur les menus, dit une avocate, mais aussi de s'installer près de la mère, alors même que ces femmes victimes cherchent justement à s'éloigner de leur conjoint violent. Conclusion dans Sud-Ouest du sociologue Julien Damon, auteur d'un Que sais-je sur les familles recomposées. Sur ce sujet, il vaut mieux éviter les positions binaires parce que certes, la résidence alternée présente l'avantage de mettre sur le même plan les droits du père et de la mère, mais elle demande pour les enfants une forte capacité d'adaptation. À la fin, dit-il, il n'y a sur ce sujet que des solutions au cas par cas. On parlait de violence conjugale. Marion, Le Point publie cette semaine un dossier sur Bertrand Cantat. Enquête sur une omerta. L'hebdomadaire revient non pas sur la mort de Marie Trintignant, mais sur celle de Christina Radi, sa compagne, qui s'est suicidée en 2010. Quand Bertrand Cantat rencontre Marie Trintignant en 2002, écrit la journaliste Anne-Sophie Jeanne, il est marié depuis 9 ans avec Christina. En septembre, il la quitte pour s'installer avec Marie à Paris. Un an plus tard, l'actrice meurt des suites des 19 coups qu'il lui a assénés au visage et au corps. Et quand le procès s'ouvre en 2004 à Vilnius, les ex-petites amies du chanteur sont toutes interrogées pour tenter de savoir s'il s'était déjà montré violent. Sauf qu'à l'époque, Christina Radi est formelle. Il n'a jamais levé la main sur quiconque, ni moi, ni une autre, dit-elle. Pourtant, aujourd'hui, l'un des membres de Noir Désir livre anonymement une version bien différente. Christina nous a demandé de cacher ce que l'on savait, confie-t-il au Point. Elle ne voulait pas que ses enfants sachent que leur père était un homme violent. Moi, je savais qu'il avait tenté d'étrangler sa petite amie en 89. Je savais qu'il avait frappé Christina, mais nous avons menti. Nous étions sous son emprise. À l'issue du procès, Cantat est condamné à une peine de 8 ans et le 15 octobre 2007, il est remis en liberté pour conduite exemplaire. En sortant, Christina et lui se remettent ensemble en union libre. Mais 2 ans plus tard, elle rencontre un autre homme et la spirale reprend. Le Point raconte la jalousie, la pression que le chanteur lui fait subir. Il vérifie ses relevés de téléphone, ses SMS, appelle son amant pour le menacer, casse son téléphone. Le 10 janvier 2010, Christina se pend dans sa chambre au premier étage de sa maison à Bordeaux. C'est son fils Milo, 12 ans, qui la découvre. Pourtant, tout le monde savait, l'amant, les proches, les voisins, sa famille. Dans le milieu de la musique, conclut la journaliste, Cantat n'a jamais été ostracisé, mais de Christina Radi, en revanche, on ne parle pas. Enquête à lire donc dans Le Point. Enfin, cette question, couverture du magazine Philosophie, pourquoi est-il si difficile de changer ? Oui, le mensuel propose d'interroger l'inertie qui nimbe parfois notre vie de tous les jours. Le quotidien nous ennuie et nous entrave, écrit Philosophie. Bien sûr, nous connaissons la source de nos insatisfactions. Nous voulons changer de lieu, d'amour, de travail, de manière de voir le monde. Et pourtant, l'inertie a le dessus. Le magazine propose donc des pistes pour enjamber les 3 obstacles majeurs. La peur, l'habitude et la difficulté de savoir ce que l'on veut vraiment. Mais
dans ce numéro de décembre, la meilleure preuve que rien n'est jamais figé et qu'on peut changer, c'est peut-être le témoignage du philosophe suisse Alexandre Jolien, un auteur qui, de livres en conférences, vante depuis plusieurs années les mérites de la méditation. Mais voilà, il en est revenu et il raconte à Alexandre Lacroix comment il s'est initié à la méditation. Je reprochais à la philosophie de laisser de côté le corps et les affects, dit-il, et force est de constater qu'après mes premiers exercices, j'ai éprouvé une paix que je n'avais jamais rencontrée. Il est donc parti avec femme et enfants en Corée du Sud pour suivre l'enseignement d'un maître zen, mais au bout de 3 ans, la paix intérieure s'est effondrée. Je méditais 4 heures par jour, explique Jolien. J'étais dans un monastère en pleine forêt, je ne voyais personne et j'ai réalisé que j'avais plus d'angoisse que jamais. Je sentais que je risquais ma peau, donc je suis parti. De retour en Suisse, il raconte avoir sauté sur les livres de Nietzsche parce que quand on a eu un maître, dit-il, quand on s'est livré à lui corps et âme pendant 3 ans, la lecture de Nietzsche est libératrice. Il bazarde la culpabilité et construit une vie dans le chaos. Ce n'est pas la méditation qui m'a aidé, conclut Jolien, mais la vie telle qu'elle est et surtout voir des gens, parler, échanger. Une leçon d'humain, trop humain, comme dirait l'autre. Merci à vous, Marion Lagardère, pour la revue de presse. Europe.